3, 2, 1. Encore moi, mais je suis pas tout seul. Bienvenue Pierre-Antoine. Salut. Ça va ? Ouais, Pas trop intimidé, les caméras, la lumière. c'est magnifique. Magnifique, hein ? Ouais. Non, nous on voulait faire concurrence à BFM. Bah, vous êtes pas loin, hein. Pas loin, hein. En même temps, ils parlent trop de choses sérieuses. Nous, on veut parler avec légèreté un peu plus, même si c'est sérieux quand même nos sujets. C'est sérieux, hein. Il y a il y a la transformation, il y a Micro, hein ? On s'approche du micro. il y a la transformation, il y a une société qui bouge, il y a des besoins qui changent, donc c'est très sérieux. Alors j'ai plein de questions. D'abord, juste, on va faire un petit jeu, on donnera la réponse qu'à la fin. Tu me rappelleras par contre de donner la réponse. C'est pour ceux qui ont regardé le générique, qui ont eu la patience et qui ne font pas que nous écouter en ayant ouvert une fenêtre Chrome sur le côté. Il y a quelque chose qui a changé entre nos photos et nous maintenant. Et je prends les réponses par WhatsApp et le gagnant gagnera une tringle à rideau. Et n'hésitez pas à m'envoyer ça. Et moi, je vous le dirai à la fin si vous n'avez pas vu. Alors Pierre-Antoine, on a marqué sur la carte DG paiement de BPCE. Bon, moi, j'avoue, à chaque fois que je tape paiement BPCE, avec directeur, j'ai plein de noms qui sortent. Je comprends plus cette organisation. Ils sont tous patrons de quelque chose. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'activités paiement. D'abord, c'est quoi ton métier à toi par rapport à toutes ces activités ? Et puis, un peu plus clairement, ce que fait BPCE. On viendra après aux ambitions. Mais déjà, factuellement, c'est quoi BPCE dans le paiement ? Ton métier et BPCE dans le paiement. Écoute, ça me rappelle les questions que posaient nos enfants quand ils étaient petits. Et toi, papa, tu fais quoi exactement ? J'ai du mal à comprendre. Alors, j'essaie de t'expliquer comme si c'était un petit enfant. J'adore qu'il parle comme un enfant. Écoute, moi, je suis en charge de tous les paiements retail. Tous les paiements retail du groupe BPCE. Et donc, tu as des paiements cartes, tu as des paiements virements, tu as du prélèvement. Et fondamentalement, c'est tout ça dont j'ai la responsabilité. On fait ça au sein maintenant d'une division qui est une division de BPCE qui s'appelle Digital et Paiement. L'objectif étant quoi ? Étant de rapprocher le plus possible, pour les clients des banques populaires et des caisses d'épargne, les paiements de la banque digitale de façon à avoir le parcours le plus fluide possible. Voilà. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais moi ? Juste, pardon. Donc, tout ce qui concerne les paiements ou dans tout le groupe ? Tout ce qui concerne les paiements dans tout le groupe. Y compris les filiales ? Y compris les filiales. Les sociétés mères et sœurs ? Absolument. En fait, on est le métier des paiements et on fournit nos produits aux distributeurs. Et après, il y a des entités par différents métiers ou... Alors après, évidemment, on est structuré conformément à l'histoire un petit peu de notre activité dans les paiements, hein, où on est parti d'une activité de processing technique, hein, le processing des transactions sur la carte, sur les terminaux de paiement, sur les virements pour les banques populaires et les caisses d'épargne, qu'on a progressivement vendu à d'autres clients, hein, des institutions financières qui voulaient mettre de la carte en France et qui n'avaient pas de capacité à le faire. Et puis, au fur et à mesure, on a voulu aller vers les métiers plus digitaux des paiements. On a fait des acquisitions de FinTech qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une offre qui est extrêmement variée, extrêmement complète, tout en respectant le rythme de vie, le cycle de vie et le modèle opérationnel de chacune des activités. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais donc, si je comprends bien, il y a des activités complètement maison, avec historiquement c'est des maison. gens de BPCE, on s'appelle BPCE, voilà. Ouais. Et puis, il y a des acteurs, des filiales à 100%, ou des filiales à 50-50, 49-51, ou même certaines, vous êtes minoritaires parce que vous avez voulu laisser le bateau voguer, mais garder une petite part pour l'avenir, quoi. Exactement, il y a un peu de tout. On a exactement cette palette-là. On a des activités dans lesquelles on est minoritaire. Donc, soit c'est parce qu'on veut observer ce qui se passe dans ce monde-là. Exemple Bridge, typiquement. Minoritaire. Bridge, on a 25%. Soit c'est un autre cas de figure, hein, où on a voulu marier une de nos activités Bimpli, avec une des licornes, Bimpli, avec une des licornes, et la licorne qui compte dans le monde des avantages salariés. Mais en même temps, c'est une activité paiement, donc on a voulu garder un lien. Et vous êtes Donc on est le premier actionnaire, hein, on a 25% du capital donc assez impliqué, non dilué, donc on est assez impliqué, on est au board. Et évidemment, Bridge aussi. Et Bridge aussi, on est aussi assez impliqué, mais la logique évidemment est un peu différente. C'est-à-dire que Bridge, progressivement, on développe les synergies avec le groupe, alors que Swile, on a des synergies existantes, hein, puisqu'on les sponsorise vis-à-vis des schemes pour émettre des cartes, mais
eux vivent leur propre histoire sur un monde qui est le monde des avantages salariés. Et puis il y a d'autres types d'histoires, comme par exemple Exponent, que vous avez créé de scratch en fait. Voilà, qu'on a créé de scratch, pas complètement de scratch, puisqu'en réalité on est parti d'un socle, qui était le socle de S-Money. Exponent, ce qui fait, est-ce que tout le monde ne connaît pas Oui, forcément bien sûr. Donc Exponent, c'est notre banque as a service, qu'on appelle banque as a service. Donc c'est un métier où on fournit un compte de type PSP2 sur lequel on va faire jouer des méthodes de paiement, soit de la carte, soit du virement ou du prélèvement, sur des enjeux B2C, donc permettre à des acteurs qui n'ont pas de licence d'émettre des moyens de paiement pour leurs consommateurs, donc le cas typique étant FDJ qui veut lancer un programme de carte dans ses bureaux de tabac, ou permettre à des opérateurs B2B ou B2C, mais plutôt sur du virement, sur des paiements sortants par exemple, comme dans les acteurs du jeu, comme BetClick, d'émettre des paiements de façon automatisée dès la fin d'un match pour faciliter, accélérer le paiement des gains. D'accord. Donc voilà un peu tout le panel. Bon, il y en a plein d'autres. Alors après, on a déjà pas mal couvert. Après, il nous reste Payplug, qui est quand historique même de l'étape. L'historique de l'étape, qui est le produit de la fusion entre Payplug et Dalenis, deux entités qui ont 10 ans, dont on a fêté les 10 ans cette année, qui sont dans le groupe historiquement depuis 5 ans simplement, qui ont beaucoup grossi, qui sont aujourd'hui la référence française dans la digitalisation du commerce. On a maintenant fusionné complètement Payplug et Dalenis, donc on n'a plus qu'une seule entité, une seule équipe de management, une seule plateforme complètement intégrée à la fin de l'année prochaine. Je rappelle les métiers clés. Et le métier clé, c'est de l'acquisition en e-commerce et maintenant en proximité. Payplug a toujours été en proximité en fait. Mais... Non, Payplug a toujours été en e-commerce. En e-commerce, mais et les terminaux, maintenant vous avez commencé à les faire depuis proximité. un an ou deux déjà, non Ça fait un an, une bonne année D'accord. maintenant qu'on est présent. Ouais. Pardon pour le toujours. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que Payplug et Dalenis, historiquement, quand ils sont créés, étaient quand même frontaux face aux banques qui avaient ces marchés. Donc là, tu as intégré dans ton groupe des gens qui étaient avant vos ennemis commerciaux. Oui, parce que le groupe a fait un virage, d'une certaine façon, en acceptant de considérer que le monde du commerce était un monde qui était de plus en plus intégré sur des plateformes de type Shopify, sur des plateformes de type Cegid, et qu'il fallait offrir des solutions de paiement intégrés que l'on vend non pas par des réseaux de distribution de type banque, mais que l'on vend par des intégrateurs, que l'on vend par des sociétés qui montent et qui créent des sites web, que l'on vend par des partenaires de caisse. Et donc, ça permet au groupe d'avoir d'un côté son canal de distribution traditionnel pour les petits commerçants, et puis de l'autre, des canaux de distribution qui sont plus spécialisés, qui correspondent un peu à la croissance du commerce d'aujourd'hui, qui est un commerce intégré sur des plateformes. Alors j'ai plein de questions qui me viennent quand on dit ça, mais alors déjà juste avant que j'aille à mes questions, on parle de quoi en termes de chiffres? Je veux dire, pardon de poser comme ça, mais je veux dire, vous êtes un nain dans certains métiers, un géant dans d'autres, ou plutôt un acteur de taille moyenne sur tous ces sujets-là en France. Enfin, je sais pas, Non, quand on parle est, d'acquisition, je pense par exemple au Crédit Mutuel qui a une grosse part. Voilà. Écoute, BPCE, c'est assez significatif. C'est fondamentalement 20% du marché à l'émission, 20% du marché à l'acquisition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 200 milliards d'euros de volume à l'acquisition sur le marché français. C'est 35 millions de cartes de paiement. Donc c'est un portefeuille de cartes de paiement qui est très significatif. Donc tu vois bien, d'ailleurs, si 200 tu croises... millions de cartes. Non, 35 millions. 35 millions de cartes. Parce que là, je ne voyais plus où tu les mettais. 35 millions de cartes. C'est 10 milliards de transactions que l'on processe chaque année. Donc c'est aussi des métiers qui sont extrêmement industriels. Et naturellement, derrière tout ça, c'est de la qualité, de la recherche permanente de satisfaction client. Chacune de nos activités a un Net Promoter Score qui est supérieur à 30. Donc, ce qui veut dire que nous avons, sur l'ensemble de nos activités, maintenant, un pilotage par la satisfaction client. Quand on dit 35 millions de cartes, on est d'accord, c'est pas juste les cartes des clients de BPCE Retail. Non, c'est quand même beaucoup de cartes BPCE Retail. C'est aussi les cartes Honnet. C'est aussi les cartes de banque que l'on opère, des banques tierces. C'est les cartes des clients d'Expolent. C'est les cartes de Bimpli. Voilà, c'est tout un portefeuille assez large. Alors, pendant qu'on reste sur le sujet, puisque tu as évoqué pas mal de fintech, j'avais une question un peu pour plus tard, mais je vais la faire maintenant. Tu as cité Bridge et les autres. Comment on gère sans les casser, ces fintech que tu as intégrés avec le temps sachant que dès qu'on dit fintech, ça veut tout et rien dire, puisque tout le monde se présente à une époque maintenant, Visa et Mastercard se disent fintech, enfin tout le monde dit fintech. Mais souvent, quand on dit fintech, on pense, jeune, agile, dynamique, un peu casse-cou. Tiens, il y a une zone grise, j'y vais, puis on verra bien quand ça passe. Hop, pas vu, pas pris. Et on pense aussi des fois, pas besoin de gagner d'argent. Enfin, c'était jusqu'à il y a 6 mois, ça.
Mais en tout cas, c'était comme ça. Ouais. Comment on intègre ça dans un groupe qui est certes un des premiers groupes français bancaires, certes avec plein de qualités, et je travaille beaucoup avec BPCE et je sais que c'est un très beau groupe, mais quand même, vu de l'extérieur, on pourrait penser que c'est un paquebot, pour ne pas dire mammouth, un peu difficile à bouger. Je dis poliment, ça va? Oui, va pas beaucoup plus loin. Prochaine micro quand même. Alors, j'ai dit on pourrait penser, hein, j'ai mis du conditionnel. Non, alors, différentes réponses. La première, c'est que déjà BPCE, c'est pas un mammouth comme on peut l'imaginer. Je pense qu'il y a très peu de groupes bancaires dans lesquels je serais allé, et BPCE était un des groupes qui était accessible, parce que c'est un groupe qui est assez décentralisé et qui est très entrepreneurial. D'accord. Et la culture qu'on avait chez Natixis, on la retrouve chez BPCE. Par ailleurs, le fait d'avoir mis les paiements dans l'activité digitale du groupe, c'est également quelque chose qui nous protège parce qu'on a un ADN commun avec des gens qui font des choses assez proches des nôtres, puisqu'ils font des applications bancaires digitales. Qui a beaucoup évolué avec Yves Tirode ces dernières années. Exactement, qui a beaucoup évolué, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des notes extrêmement élevées sur les App Store des deux operating systems. Donc on parle la même langue. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, et ça c'est Laurent Mignon qui l'avait fait, c'est qu'il a fait venir des gens de l'industrie des paiements. Donc, dont moi évidemment, mais quelque part, l'encadrement, le pilotage de ces fintechs, on l'a fait avec des gens qui comprenaient le métier des fintechs et non pas avec des banquiers. Évidemment, ça fait une énorme différence parce que quand tu connais les paiements de l'intérieur, tu gères une boîte de paiement comme une boîte de paiement et non pas comme une boîte d'IT de paiement au service au sein de la banque. Donc ça a été un élément très important. Et après, ce qu'on a réussi à faire, c'est à préserver le modèle. Donc bien sûr, elles sont rentrées dans les process du groupe. Donc progressivement, la conformité est rentrée, mais on a eu la chance de mettre à la tête de la conformité des gens qui comprennent le business, qui cherchent à le comprendre, qui cherchent à l'accompagner. Donc on a toujours eu un très bon dialogue avec la conformité du groupe et avec la CPR. Et on a d'ailleurs des patrons de fintech qui comprennent très bien les enjeux. Tu vois, aujourd'hui, dans les fintech, tu n'as plus de tête brûlée, comme tu dis. Aujourd'hui, ça se calme. Tu fais super attention à la façon dont tu filtres les flux, tu fais très attention à la réputation, et tout le monde est aligné de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il y a une maturité qui a été acquise. Et puis voilà. Puis après, c'est le mode de management. C'est-à-dire que c'est un mode de management où tu laisses les gens s'épanouir. Tu les drives, tu leur donnes des objectifs. C'est pas tout le monde dans un même lieu ou avec des mêmes outils, etc. Ton but n'est pas d'uniformité des plateformes. Surtout pas. Déjà, on a laissé les fintechs dans des bâtiments qui sont dédiés, donc elles ne sont pas dans les tours BPCE. D'accord. Donc elles se parlent ensemble, tu vois, donc c'est les mêmes communautés, c'est les mêmes tranches d'âge. Elles ont leur propre plateforme, elles ont leur propre IT, leur propre marketing, leur propre équipe de vente, leur propre support client, leur propre conformité. Donc tout ça, ça permet de rester extrêmement homogène dans la façon dont elles se gèrent. Et donc nous, notre mission, c'est de les aider à s'épanouir. Quand tu as un Payplug qui arrive à gérer la billetterie des Jeux Olympiques, qui a été quand même la première billetterie pour les Jeux Olympiques gérée de façon centralisée, et c'est Payplug qui le fait, tu te dis avec une certaine fierté, ces gens-là, maintenant, ils sont matures. On va pouvoir vraiment s'appuyer sur eux pour que le groupe ait une position très forte sur le commerce digital dans ce pays. N'hésite pas à rapprocher un peu ton micro, parce que je vois qu'il est un peu décalé pour toi. Ouais. Mais, d'ailleurs, intéressant de noter, parce que c'est assez rare dans les fintechs, que le créateur de Payplug est toujours là. Absolument. Ça fait combien d'années que vous avez racheté ? Ça fait 5 ans. Voilà. Et il est toujours là, il accompagne plus qu'accompagné, puisqu'il dirige. Antoine est toujours là, Antoine Grimaud. Il fait un super parcours. Il a réussi à absorber les équipes de Dalenis, puisque maintenant on a une seule équipe de management. Et on continue avec un rythme de croissance supérieur à 30% chaque trimestre, dans un marché qui est devenu quand même assez atone, puisqu'on a vu que l'e-commerce au troisième trimestre sur les biens, qui est le cœur de notre activité, était atone. Et nous, on a réussi à faire une croissance de 30%. Alors, plus stratégiquement, j'allais dire, bon là, on a vu ce que vous faites, on a vu comment vous arrivez pour l'instant, en tout cas, à pas tuer les fintechs dans l'œuf. Ça se passe, en tout cas, correctement pour celle dont tu nous as parlé. Plus stratégiquement, c'est quoi votre positionnement, ta vision à moyen long terme dans ce marché des paiements ? Il y a des marchés que vous souhaitez peut-être pas adresser, en fait, certains sur lesquels vous voulez appuyer sur l'accélérateur. Je sais pas, c'est une question. Écoute, on est très focalisé. On est très focalisé. On a eu d'ailleurs, sur les 6 dernières années, on a eu toute une phase de recentrage du portefeuille. Donc il y a beaucoup de fintech que le groupe avait, qu'on a fermé,
des activités comme DepoPass. Il y a des activités qu'on a vendues, comme Ecotise dans le monde associatif sportif. Il y a des activités qui sont sorties, comme le pot commun, qui a été repris par ses fondateurs, mais dont on opère toujours les transactions par Exponent. Donc, Par exemple, c'est sorti parce que vous vous êtes dit que c'était pas stratégique. Parce que ça n'avait pas de sens pour un groupe bancaire d'avoir cette activité-là. Qu'on opère les paiements pour cette activité-là, Quand ça vous a l'avez du sens. acheté à un moment, c'est que vous trouviez que ça avait du sens. Oui, mais les stratégies évoluent. parce que ça a été le temps où les banques découvraient le digital et testaient différents modèles. Et je pense que progressivement, on s'est recentré. Aujourd'hui, on est plus un enabler de paiement pour des business models qui sont des business models extérieurs aux nôtres, que des gens qui doivent forcément opérer jusqu'au client final une solution de paiement. Et le pot commun, c'est une très belle réussite qui continue de croître, mais on s'est recentré, on ne fait plus que d'être leur opérateur de paiement, et ça a beaucoup de Chacun sens. son métier, d'accord. Voilà. Et de la même façon, Dalenis a été extrêmement recentré. Aujourd'hui, le portefeuille de Dalenis, il est recentré sur une USP, une proposition de valeur, qui est la performance en termes de taux de transformation sur les cartes émises en France. Alors Donc, qu'avant, ils avaient quand même effectivement plusieurs... alors qu'avant, on voulait toucher quelque part comme à Dienne, l'ensemble du grand commerce. Donc progressivement, on s'est recentré. On joue finalement sur la fragmentation de l'écosystème des paiements, où les grands commerçants veulent du carte bancaire en France, ils veulent du Girocard en Allemagne, et nous, on leur apporte, et grâce aussi aux plateformes d'orchestration, qui est quand même le gros sujet du moment, donc une intégration simple qui permet de leur apporter du carte bancaire avec un très haut taux de transformation. Pas mal de choses. Tu t'ennuies pas, en fait. On ne s'ennuie pas, non ? Nous, on s'ennuie pas non plus, mais déjà, j'avance vite dans le timer, donc je regardais. J'ai plein de questions encore. Alors, tu viens de citer le pot commun de départ. Ça, c'était la petite anecdote, mais moins anecdotique. Grosse annonce d'Apple récemment, avec Tap to Pay. Pour les experts qui regardent actuellement, alors après en replay, on a plein d'autres gens qui regardent, mais pour les experts qui regardent, et puis pour toi, c'est un vieux sujet. Enfin, Tap to Pay, quand les specs sont sortis, tout le monde était tout fou à regarder ça en disant ouais, mais ça marchera pas. Puis à un moment, ça a commencé à marcher. Il y a eu des POC. On a des membres de l'Axel qui font ça déjà depuis que c'est autorisé officiellement par les skims, mais ça n'avait pas fait les gros titres. Et alors là, il y a Apple qui parle. Ça y est, le pape s'est exprimé. Et on parle plus que de ça. Ton avis un peu sur Tap to Pay, d'abord ce que vous faites vous sur ce sujet, déjà, c'est intéressant. Et ton avis sur ce que ça va faire décoller ce sujet, tuer ceux qui ont encore des bons vieux gros terminaux. Tu sais de quoi je vais te parler juste après si tu vas trop loin. Pour ceux qui ne le savent pas, il travaillait chez un gynéco avant quand même. Voilà, maintenant c'est dit. Maintenant c'est dit, ça y en a. Maintenant c'est dit. Je le fais à chaque fois. Écoute, je pense que c'est une question d'effet de catalyseur au bon moment. Tap to Pay, pour que ça fonctionne, il fallait que le paiement sans contact et le paiement avec mobile aient pris une position significative sur le marché. Et c'est le cas aujourd'hui, je ne sais pas si tu le sais. Grâce au Covid. Grâce au Covid, mais 80% des transactions à proximité sont des transactions sans contact. Donc les consommateurs sont prêts à payer. On était à 5% en 2014. Et on était à 5% en 2014. Donc ça a mis du temps. Maintenant, c'est totalement dominant. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que la différence entre Tap to Pay sur Android et Tap to Pay sur iPhone, c'est que Tap to Pay sur iPhone, tu as une UX, un parcours qui est super homogène, super performant, et tu es sûr, quand tu tapes ta carte, que la transaction va aller au bout. Et ça, c'est une énorme différence. Et naturellement, pour nous, BPCE... Tu veux dire par rapport à toutes les startups qui avaient déjà lancé des trucs, tu trouves que c'était trop compliqué? C'est très aléatoire. Aujourd'hui, on a plus que dans nos cartons, puisqu'on va le sortir au début d'année, une solution pour Android, mais on sait que ça va être beaucoup plus compliqué à faire mûrir, parce que selon ton modèle de Samsung, l'antenne NFC, elle n'est pas au même endroit. De Samsung ou d'autres trucs, il y en a plein. D'autres trucs, évidemment. Mais ton antenne NFC, elle n'est pas au même endroit. Même pour le même fabricant. Et le fabricant, il ne fait pas tout le travail qu'a fait Apple pour optimiser l'expérience et s'assurer que les transactions allaient effectivement réussir. C'est l'avantage du modèle fermé, en fait. C'est l'avantage du modèle fermé, exactement. Et donc, pour nous, c'était très important d'y être, parce que déjà, on a 2/3 de nos commerçants qui ont un iPhone, et un tiers seulement qui est sur Android. C'est les bases que l'on a. Donc, on savait qu'il y avait une très forte appétence de notre clientèle sur le Tap to Pay pour iPhone. Et puis, naturellement, on a été les premiers à lancer l'Apple Pay, historiquement. On a été les premiers à lancer l'Instant Payment. Il fallait qu'on soit les premiers banquiers à lancer Tap to Pay. Quand Apple nous a donné le top départ, il y a 2 mois, on a dit « on sera au rendez-vous », alors que tous nos concurrents qui aujourd'hui font Tap to Pay avaient déjà lancé dans d'autres géographies. Donc, ça a été un travail extraordinaire, parce qu'on l'a fait à la fois sur les banques populaires. Et juste une question, pourquoi tu voulais
pardon, parce qu'en fait, quand on dit on veut être le premier, c'est un petit côté, c'est de la com. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose en interne pour emmener les agences, pour emmener les forces de vente? Évidemment. C'est un outil que vous utilisez en interne, ce côté un Évidemment. petit peu compète Évidemment, c'est extrêmement mobilisateur. De la même façon que quand tu fais les paiements pour les Jeux Olympiques, c'est extrêmement mobilisateur pour les équipes. Tu as une fierté d'avoir relevé le défi qui est extrêmement forte. Quand tu es le premier à lancer Tap to Pay avec la force de la marque Apple, les gens dans les agences, ils sont comme des fous. Et je crois dire sans mentir que c'est aussi un retour sur investissement retombé presse qui est assez important. Oui, qui est très important. T'as pas besoin de payer les encarts. Ça joue sur l'image des réseaux, hein, évidemment. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a lancé en même temps Banque Populaire, Caisse d'épargne et Payplug. Tu vois, donc on a réussi à faire un carton plein avec une solution unifiée et déclinée selon les usages des uns et des autres. Donc on a les banques populaires et les caisses d'épargne. Déjà très forte traction. En une semaine, on a déjà 1000 commerçants qui ont signé sur nos différents canaux, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Payplug. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est assez significatif. Payplug a été la semaine dernière dans les 15 premières applications pro téléchargées sur iOS. Tu vois, donc tu avais LinkedIn, tu avais Teams, et puis tu avais Payplug qui était là. Champagne, j'espère. Donc tu imagines la fierté des équipes. Et quand je paye sur Tap to Pay, ça passe par où ? C'est-à-dire c'est de l'acceptation. Après, derrière, tu l'envoies dans les canaux habituels. Tu peux faire aussi bien du carte bancaire que du Mastercard, que du Visa. Alors aujourd'hui, tu fais que des ICS, que du Visa Mastercard. Mais Carte Bancaire a annoncé qu'il venait sur Tap to Pay. Donc évidemment, notre objectif, c'est que Carte Bancaire soit disponible le plus vite possible pour nos commerçants. Ça me fait penser aussi qu'il y a tout le sujet des cartes co-badgées ou pas co-badgées, etc. Il y a une stratégie particulière là-dessus ou juste de dire qu'on fait un peu de tout en fonction de ce que les clients et des besoins clients et des... Non, alors bien sûr, on fait un peu de tout. C'est-à-dire que les banques digitales, souvent, sont uniquement sur des schemes internationaux aujourd'hui. Visa, Mastercard, pour ne pas les nommer, parce que UnionPay est peu présent. Bien sûr. Donc nous, on est des militants, contrairement à ce qu'on a pu dire, pour ça que je te donne la parole. Extrêmement proactif sur carte bancaire. On a réinvesti carte bancaire. On est évidemment avec la place dans l'investissement pour que carte bancaire soit au niveau sur les expériences digitales. Il se trouve qu'on a fait, dans le cadre des Jeux Olympiques, un partenariat avec Visa, parce que Visa est le seul opérateur de paiement des Jeux Olympiques et que, comme tu le sais, BPCE est le premier partenaire français des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, pour maximiser quelque part notre retour sur investissement sur les Jeux Olympiques, pour avoir la flamme sur nos cartes, il fallait qu'on soit partenaire de Visa sur l'émission pendant cette période-là. Voilà. Ça ne préjuge pas, comme tu le dis, de votre engagement sur Absolument. Notre seul scheme souverain français pour l'instant. Sur notre seul scheme souverain français et qui se démène bien. Nous, on est extrêmement contents de voir l'inflexion qui a été prise par carte bancaire. Très dynamique. Pour accompagner la digitalisation des paiements. Et nous, on y gagne également dans notre métier d'acquisition. Parce qu'évidemment, là où on se différencie de la concurrence à l'acquisition Payplug, c'est par carte bancaire. Parce qu'on a un taux de conversion qui est plus élevé, parce que c'est moins cher pour les commerçants, et que les commerçants, aujourd'hui, demandent du carte bancaire. D'accord. Alors, puisque j'ai cité le mot souverain, forcément, EPI, Caisse d'épargne, alors c'était avant toi, tu n'es pas responsable, comme je l'ai dit avant, tu étais chez Ingénie. J'adore te le rappeler. Caisse d'épargne avait été moteur dans le projet Monette, et moi, j'étais déjà dans les paiements aussi. Et je me rappelle des conciliabules qui ont mené à ce qu'il n'y ait pas eu de fumée blanche. Ouais. Donc après, on a dit tout de suite, quand le pays est arrivé, on leur a rappelé ça. On leur a dit, on n'y croit pas. Puis là, bon gré, mal gré, ça avance. Bon, alors on a enlevé la carte, on a acheté un truc par-ci, un truc par-là, amené une marque. Au-delà des effets d'annonce, ça avance bien là, en ce moment. Tu as l'impression qu'il y a déjà des choses qui vont se passer bientôt pour vous en tant qu'acteur ou pour le client final, ou ça va être encore long, sans dire que ça avance mal. C'est très immédiat. C'est très immédiat. Le calendrier, il a été annoncé par EPI. Donc, on est sur un lancement P2P sur le premier semestre de 2024. On va faire les premiers pilotes très prochainement. Je vais pas trop en dire, mais très prochainement. Donc, les équipes, pilotes 2, parce qu'il n'y a pas les tout pilotes des paiements en peer-to-peer, qui est la première version. Première brique. Alors, les acquisitions par-ci par-là, comme tu dis, non, c'est pas des acquisitions par-ci par-là, c'est qu'on très stratégique. On a fait l'acquisition
de l'équivalent EPI qui existait aux Pays-Bas, qui était le schéma IDIL, que les experts autour de ton audience connaissent bien. Souvent cité en exemple. Et on a acheté l'équivalent en Belgique, et la plateforme qui faisait ça en Belgique. Donc on massifie Day One, quelque part, EPI. Et donc EPI, aujourd'hui, c'est extrêmement concret. Avec une équipe qui est super engagée. Les équipes chez nous sont très engagées. Et on est très engagés. Pourquoi ? C'est super simple. C'est que derrière EPI, c'est du paiement instantané. Le paiement instantané, c'est la seule méthode de paiement souveraine que nous avons en Europe. Et on sait, dans le monde dans lequel on est, combien c'est important. Donc c'est la seule où on peut encore aller de manière souveraine, parce que c'est pas la seule souveraine. On aurait pu faire autre chose, mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Et puis, le virement instantané, c'est de l'ISO 20022, c'est les technologies de demain, donc ça a plein de sens. Et EPI va apporter la couche de protection dont tout le monde a besoin, puisqu'on va avoir tout un régime de scheme, comme carte bancaire, mais pour les virements, grâce à EPI. Alors après, il va nous rester l'adoption par les consommateurs, l'adoption par les commerçants, puisque eux, ils ont tendance à dire moi je suis content, j'ai de la carte, c'est un peu cher, mais ça va, ça fonctionne. Et donc là, c'est là qu'il va falloir qu'on soit bon. Il va falloir que la solution soit pertinente, efficace d'un point de vue parcours, et puis que tout le monde fasse le job pour se dire oui, effectivement, il y a un enjeu de souveraineté, il faut qu'on adopte cette méthode de paiement. Non, surtout que tu l'as dit, les gens disent c'est un peu cher, malgré les baisses drastiques de ces dernières années qu'il y a eu auprès des retailers pour faire accepter le paiement sans contact, etc. On a enlevé les minimums, voilà. Et donc ça veut dire pour trouver le business model pour les autres systèmes, il n'y a pas non plus une marge de manœuvre énorme. Non, alors on est un petit peu aidé par les scheme fees de Visa et Mastercard qui augmentent sans s'arrêter, donc ça c'est bien pour toi, la concurrence t'aide finalement. Voilà, exactement. Un grand merci. Alors pour finir, parce qu'on a quand même déjà débordé largement, je reviens sur toi. Ouais. Sur BPCE et paiement en particulier, et non pas sur BPCE en tant que banque. Comment on fait pour tenir, pour faire face ? Je sais que tu navigues à travers le monde, tu ne viens pas que chez nous parler au micro, tu vas partout, en anglais, en allemand, je ne sais pas si tu parles allemand, mais en tout cas tu vas en Allemagne, pour défendre de tout ce que vous savez faire. Mais comment on fait pour tenir face à ces nouveaux mutants que sont les Adyen, les Stripe, les Checkout, qui même si en ce moment, évidemment, c'est moins la fête à la maison, on a divisé par 2 ou 3 des valos, mais enfin qui restent... fantasmagorique. Ouais. Comment on fait ? On fait le dos rond, on dit qu'à un moment les gens vont bien comprendre que c'est un cycle long, ou on se dit quand même non, il faut qu'on se bouge. Enfin, voilà, c'est quoi ? Non, tu peux pas faire le dos rond. T'es à fond. T'es à fond sur l'évolution de tes produits, sur la qualité de tes produits. Tu es à fond sur ton immersion dans l'écosystème. Tu dis, tu te déplaces beaucoup, mais parce que en réalité, aujourd'hui, les paiements, c'est un écosystème. Si tu n'es pas dans l'écosystème, des plateformes, les commerçants, ils vont acheter Shopify, et Shopify, ils achètent Stripe, et c'est fini. Tu vois. Et aujourd'hui, on a des solutions, nous, qui sont extrêmement fortes. Aujourd'hui, sur l'omnicanal, Payplug, il est systématiquement en finale avec les 2 grands acteurs que tu mentionnais. Mais il n'y a que Payplug. Donc on a aujourd'hui des solutions qui sont très fortes, parce qu'on a des équipes qui sont très fortes, parce qu'on est complètement dans l'écosystème et qu'on est extrêmement focalisé sur la conquête et sur la qualité de ce que l'on fait. D'ailleurs, par exemple, tu parlais des nouveaux drivers d'acquisition pour ces solutions. Tu parlais de Shopify, mais on a aussi PrestaShop, plus près de chez nous, et membre de l'Axel, avec qui vous avez fait, je crois, une solution avec Payplug. Avec qui, effectivement, on a fait un partenariat. Donc aujourd'hui, PrestaShop demeure un des partenaires super importants de Payplug, évidemment, parce que quand on est bien intégré PrestaShop, Payplug, un commerçant qui adopte PrestaShop, nativement, il va aller choisir du Payplug parce que l'intégration sera hyper simple. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir conclu comme ça. Ça me permet de dire à tous nos membres et ceux qui nous regardent l'intérêt d'être membre, parce que PrestaShop est membre de l'Axel, BPCE est membre de l'Axel, Payplug aussi, et tout ça permet qu'en fait les gens se rendent compte. Je ne dirais pas que le contrat a été fait chez nous, mais je le pense, là autour d'un verre de champagne d'une des grandes soirées de l'Axel, qui d'ailleurs la prochaine est en janvier. Donc merci d'avoir participé à cette interview où je t'ai donné les questions 4 minutes avant d'entrer au plateau. Ça a permis de réviser 4 minutes. Et puis j'espère à très vite. Merci beaucoup Laurent, à bientôt. À très bientôt. Et donc juste avant de passer au débat, parce qu'il faut comme d'habitude qu'on se prépare un petit peu, tout ça, un petit retour sur l'émission précédente avec un extrait de la précédente émission avec Sabine Filias, CEO d'Ocali et directrice Capital Innovation au Crédit Agricole. À tout de suite pour le débat. 3, 2, 1...